Tous, bienvenue à cette nouvelle session de en fait, une lecture de chapitre et autres genres de livres. Aujourd'hui, on va lire le premier chapitre de La Reine déchue d'Ariane Télésor. D'ailleurs, merci à elle de me suivre sur Twitch, c'est toujours comme ça. Dans le chat. Donc, c'est une duologie d'une première partie et ça va. Lorsque Félicie est couronnée reine de Néridia, elle jure de protéger cette nouvelle patrie contre tous les dangers. Malheureusement, à la mort du roi quelques la jeune veuve se retrouve sans titre ni argent, car elle n'a point d'héritier à donner au royaume. Sur le lit de mort de son époux, elle a toutefois promis de veiller sur le frère de celui-ci, Ferdinand, un jeune garçon de 12 ans destiné à monter sur le trône. À présent, doit-elle retourner chez son père qui la mariera au premier venu, ou doit-elle plutôt rester et épouser l'un des nobles locaux pour s'assurer une bonne situation? Félicie ne sait que faire. Avant de trancher, elle décide d'accompagner le jeune roi Ferdinand à l'Est, dans l'espoir d'y sceller une nouvelle alliance. Pendant leur périple, de grandes menaces les guettent et rapidement, Lucie doit protéger la personne la plus précieuse du royaume au péril. Cheminant au travers d'alliances, d'intrigues de cour et de trahison, jusqu'où ira la reine déchue pour protéger de ses nobles. Les apparences sont trompeuses et les personnes les plus courageuses sont souvent celles que l'on sous-estime. Et on va aller en... Donc, les trois chapitres déchus qui sont en mode. Hey, salut Shuta, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Commencer la fantasy. Déjà des petits des royaumes. Ah, intéressant, ça a l'air fait. Alors, pas comme ça. Chapitre 1. Couronnement. Je n'étais pas destinée à devenir reine, du moins pas de cette façon. Félicie releva la tête quand son époux, au roi Isidore de Néridia, prononça son nom complet. Fille benjamine du duc de Champigny, elle était maintenant appelée à soutenir son époux en ces temps incertains. Elle s'avança de quelques pas dans son immense robe à broderie rousse, qui lui donnait encore plus l'impression d'être maigrichonne et maladroite que d'ordinaire. Vu les circonstances, cette robe ayant appartenu à Feu, sa belle-mère, n'avait pu être ajustée à sa taille. Pourtant, par miracle, il réussit à gravir les 3 marches menant à l'hôtel sans trébucher. La jeune femme fixa le souverain maladif au retiré et saisit sa main recouverte d'un gant. Dans l'espace d'un regard, Isidore sembla désolé de lui faire alors que les deux époux se doutaient qu'il n'y aurait pas longtemps petit piché dans les montagnes. On avait pris soin de mettre un petit coussin sur le sol de pierre dure. Félicie s'y mit à genoux pour recevoir le sacrement, comme Isidore avant elle. Elle ferma les yeux et pria pour que les entités célestes puissent être miséricordieuses envers sa personne et tous les habitants de Nérida. Le roi, nouvellement couronné, recula de quelques pas pour laisser le prélat de Brisel faire de son épine devant l'assemblée qui était réunie en toute hâte. Le petit sanctuaire situé était bondé de nobles et de... Il dit merci pour avoir choisi mon humble ouvrage. Ben, ça fait plaisir. Euh, moi, j'essaie de lire au moins n'importe quoi tant que ça respecte les genres de l'image. Merci, merci. Je suis contente que tu sois que tu suis ma chaîne maintenant. C'est pas que tu vas apprécier mon contenu. Pas juste la lecture du chapitre, mais des fois je game un petit peu. Je t'avais d'achever cette partie-là. Il va y avoir. J'ai commencé une partie Old Market avec Accro des Rêves, un autre ben, amical, on va dire, avec Big Ben et Andy. Donc hier, on a fait on a commencé à mettre un marché, à ramasser du poisson, de marchander, faire la gestion de marché, là. La lecture. Toi, Félicie de Champigny, fille du duc Henri le second de Champigny et de Diane de Thibaude, jures-tu de régner avec ta tête et ton cœur pour défendre Néridia et son peuple contre toute menace? Demanda l'homme religieux devant l'assistant qui observait inspiré.
Félicie pouvait sentir les battements de son cœur jusque dans ses tempes, mais elle savait ce qui était attendu d'elle. Elle avait passé les dernières semaines à se préparer pour cet instant, même si elle avait pensé qu'il n'arriverait pas avant encore de nombreux mois. La guerre entre sa nouvelle patrie et le royaume de Castille-Léon avait précipité les choses. La mort de l'ancien roi, son beau-père, avait forcé Isidore à prendre sa place plus vite que prévu. Oui, je le jure, répondit-elle humblement. Anne qui meurt. J'ai stressé pendant quelques mois, mais avec mon petit garçon, j'ai mis d'une Crusader Kings 3A. Ça a l'air intéressant. Et je pense que j'ai le jeu de Crusader Kings 2 comme de performer parce que c'est quand même une dizaine d'années que la machine existe. J'aurais dû pour une mise à jour, mais quand je vais avoir les moyens. Disons, c'est pas ma priorité. Alors, un second homme vêtu de blanc s'approcha à son tour en tenant dans ses bras le bouclier de Néri Ier, roi fondateur du royaume. Faite de bronze, la relique était ornée de 6 étoiles qui composaient les armoiries de Néridi. Félicie se releva et saisit le bouclier entre ses mains, en parvenant à ne pas l'échapper. Elle prit une grande respiration et récita à voix haute le texte qu'elle avait étudié toute la matinée. Le roi Isidore lui sourit, encouragé dans cet acte de foi. Elle se retourna pour faire face à la foule silencieuse, faire face au nord. Je, Félicie de Champigny, jure de protéger Néridia contre ses ennemis du nord. Elle souleva le bouclier de quelques centimètres, puis se tourna vers la droite. Je jure aussi de protéger Néridia contre ses ennemis de l'Est. Il ne restait plus que 2 autres phrases à prononcer, mais les forces de Félicie étaient à vue d'œil. Elle avait de la difficulté à comprendre comment quelqu'un pouvait réellement utiliser avec aisance un tel bloc de métal dans un coin. Elle ferma les yeux et se tourna encore une fois vers le sud, vers l'autel et les prêtres qui avaient organisé ce sacrement. Il semblait plus blême qu'à l'habitude, comme s'il craignait qu'elle ne parvienne pas à faire le tour complet comme le voulait la tradition. Peut-être doutait-il aussi qu'elle puisse réussir en tant que... Le grand vitrail lumineux redonna courage à la jeune femme et elle se concentra sur les dessins colorés qui représentaient les anciens monarques. On y retrouvait même quelques reines d'antan qui avaient su marquer les esprits par leur grâce et leur... Peut-être un jour allait-elle elle-même être immortalisée dans l'une des fenêtres du château. Je jure aussi de protéger Néridia contre tout et venant du sud. À vrai dire, son royaume d'adoption n'avait actuellement qu'un seul et grand rival, Léon. À la suite du décès d'une parente d'Isidore, qui avait épousé un noble mineur plusieurs années auparavant, les Castille-Léonnais avaient revendiqué comme héritage les terres au nord de Brésil, la capitale de Néridia. Ce conflit avait dégénéré et le bon roi de Néridia n'avait eu d'autre choix que de chercher à les repousser par la force. Le monarque avait perdu la vie vaillamment sur le champ de bataille et Isidore avait hérité de la lourde tâche de négocier la reddition de son... Ces mécréants avaient donné aux Néridiens 3 jours pour enterrer le feu souverain et en couronner un nouveau afin que cesse toute cette barbarie. Isidore, pourtant faible, partirait rencontrer le roi de Castillon dès le lever du jour. La veille, il avait procédé aux funérailles de son courageux père qui reposait désormais dans la crypte royale. Et je jure de protéger Néridia contre ses ennemis de l'Ouest. Un grand soulagement emplit lorsque l'un des prélats s'approcha pour lui reprendre la relique. Elle avait réussi à ne pas échapper le bouclier de métal malgré ses tentatives de la veille. Le roi Isidore le quatrième vint alors saisir sa main et présenta à la foule la nouvelle reine, tandis qu'on glissait sur la tête de cette dernière une couronne d'or sertie de minuscules rues. Son poteau. Félicie sourit à son souverain et ils quittèrent le temple vers le château, où auraient lieu les brèves festivités célébrant leur couronnement. Ils avaient convenu qu'ils méritaient quelques heures de fête malgré la situation préoccupante dans laquelle était plongé leur pays. Tout au long du chemin, peu acclamés par leur sujet, bien que la route entre le sanctuaire et l'intérieur du château ne prenne que quelques minutes à être parcourue. Reconnaissant, le nouveau roi salua la foule et la jeune femme fit de même. Les pétales de fleurs furent lancés et Félicie ne put s'empêcher de repenser à son mariage qui datait déjà de 2 ans. Les habitants de Néridia avaient besoin d'être réconfortés à la suite du décès de leur bon et courageux. Malgré les cris de joie et les applaudissements, il y avait encore beaucoup d'incertitudes dans l'air. Ils venaient de perdre la guerre et cela n'augurait rien de bon pour leur petit. La population souhaitait sans doute passer un bon moment avant de retomber dans l'arrière. Un long cortège de gens invités au banquet suivirent leur majesté jusqu'à la grande salle. Isidore fit son entrée en premier, tenant toujours la main de son épouse dans la sienne, sous les applaudissements des nobles. Les nouveaux souverains s'installèrent à la table d'honneur. Derrière eux, une grande tapisserie montrait le château de Bruxelles, entouré des nombreux monts
desquelles étaient extraites les richesses qui remplissaient les coffres du royaume depuis déjà des décennies. Longue vie au roi Isidore IV et la reine Félicie! S'exclama Étienne en levant son repaire une fois que le roi et la reine eurent pris place sur leur siège. Cet homme était un comte du sud de Néridia et un cousin d'Isidore. Il avait lutté aux côtés de Feu le roi pour protéger leurs terres et était désormais l'un des principaux conseillers. Les derniers convives entrèrent à leur tour, puis s'assirent à l'une ou l'autre des deux longues tables qui avaient été disposées de chaque côté de la grande pièce pour accueillir les invités des différentes régions du royaume. Tout s'était passé si vite que personne ne semblait avoir de vêtements ou une coiffure impeccable, et la jeune reine en était un exemple flagrant. Par ailleurs, la famille du duc de Champigny en avait pu faire le voyage pour voir sa Benjamine devenir reine. De toute façon, Félicie se doutait que son père ne se serait pas présenté, peu importe le mariage de sa fille dans une contrée lointaine avait tout simplement été une façon pour lui de se débarrasser d'elle et de gagner l'estime de son propre souverain. Au moins, grâce à cette union, Félicie n'avait plus à vivre sous le... Un à un, les deux archontes, barons et commandants de Néridia, accompagnés de leur épouse, vinrent à être présentés qui devaient cesser de manger chaque fois que quelqu'un désirait leur parler. La reine remarqua toutefois que l'assiette d'Isidore se vidait rapidement, comme s'il utilisait la nourriture pour assurer sa et lui prouver qu'il était prêt pour les à venir. Une vague de tristesse fut sur le point d'envahir Philippe, lorsque le prince Ferdinand, qui était assis à sa droite, demanda son attention. Le jeune héritier avait les mêmes yeux. Dame Félicie, savez-vous si je serai absentée de mes leçons avec Maître Abelin demain matin? Je suis tenu sage toute la semaine pour veiller tard cette nuit. Le jeune prince avait l'air très sérieux, et la reine se doutait qu'à cause des événements du jour, il n'aurait pas de cours avec son tuteur le lendemain. De plus, Ferdinand avait besoin plus que quiconque de se changer les idées après la perte de son père. Je crois qu'avec ces circonstances particulières, vous êtes dispensé de cette obligation pour une fois, répondit-elle en essayant de retrouver le vieux conseiller parmi la foule réunie en l'honneur du couple royal. Toutefois, elle ne vit nulle part Maître Abelin et conclut donc qu'il devait être à son bureau pour préparer les dures négociations concernant leur reddition avec Horace, général des armées néridiennes. Le jeune prince Ferdinand, qui venait d'avoir 12 ans, afficha un radieux sourire et remercia sa belle-sœur. Cela faisait déjà plus que 2 ans que Félicie résidait au château de Brisay, et elle aimait bien le frère d'Isidore. Cela était peut-être dû au fait qu'il était lui aussi un Benjamin. Deux semblaient se comprendre, d'une certaine façon. Isidore lui-même portait une grande affection à Ferdinand. Malheureusement, depuis qu'il était malade, l'aîné essayait d'éviter son cadet le plus pour empêcher toute confusion. Maître Abelin avait donc été nommé comme tuteur du garçon. Lorsque les premières notes de musique, plusieurs nobles de placèrent au centre de la salle pour exécuter les dernières danses à la mode sous l'applaudissement des autres. Puisqu'Isidore demeurait assis, Félicie décida qu'il valait mieux rester à ses côtés. Le plat du roi était toujours vide, et à présent, le monarque prenait le temps de boire quelques coupes de vin. Il discutait avec Étienne des pourparlers à venir. Le roi était visiblement inquiet. Ce n'était pas la première fois que les Castille-Léonnais voulaient s'accaparer certaines états et d'année en année, leur armée devenait plus forte et leur appétit sans limite. En un plus de 10 ans, Néridia avait perdu près d'un quart de sa superficie d'antan. Les Néridiens ne disposaient que de peu d'alliés et ceux qu'ils avaient, comme le duc de Champigny, étaient lointains. Il était donc très difficile pour le petit royaume montagneux de se dresser aux ambitions de son voisin. Félicie écoutait d'une oreille la musique et d'une autre les discussions politiques de son époux lorsque le prince Ferdinand, que l'on surnommait affectueusement Ferdi, apparut devant elle. Il eut l'audace de faire un clin d'œil à la reine, puis s'inclina respectueusement devant le roi, comme le voulait la bienséance. Cher frère, me donneriez-vous l'occasion de danser avec votre époux? Demanda l'héritier en bombant le torse. Il voulait sans doute à tout prix montrer qu'il avait appris les pas nécessaires à cette danse. Le roi Isidore prit un air sévère complètement faux, et Félicie ne put s'empêcher d'être amusée. Elle devait bien dépasser le jeune prince d'une bonne tête, mais l'assurance de Ferdinand l'impressionna. Après tout, c'était tout un honneur de danser avec lui. Méritez-vous ce privilège, mon cher Ferdinand? Avez-vous l'âme d'un preux chevalier pour demander ainsi votre reine à danser? Oui, je le crois. Je suis honnête et je fais tous les devoirs que Maître Abelin me donne. Je crois être digne de danser avec Dame Félicie. Le roi Isidore dut figurer le suspense, comme s'il réfléchissait de façon sérieuse à cette situation anodine. Les danseurs avaient même ralenti leur allure pour épier la conversation, afin d'ainsi pouvoir raconter les derniers commérages royaux lors de leur retour dans leur maison. Ne vous avisez pas de vous tromper de côté. Avec des... Dame Félicie est une très bonne danseuse.
La jeune souveraine n'était pas d'accord avec ce dernier commentaire, mais il sembla faire effet. En réalité, elle avait passé plus de temps à chevaucher sur les terres de son père qu'à participer aux soirées mondaines et aux bals. Le duché de Champigny, sa région d'origine, était un endroit reconnu pour la qualité de ses bêtes. Malgré le commentaire d'Isidore, Ferdinand garda la tête haute, s'inclina pour remercier son frère et proposa sa main à Félicie. Celle-ci lança un dernier sourire à son époux et accepta la proposition de son jeune beau-frère, qui sembla flotter juste aux autres danseurs. Lorsque les notes résonnèrent sur les murs de pierre, la nouvelle reine déposa sa main contre celle du garçon, tandis que tous deux tournaient parmi les gens au rythme de la musique. Le prince de Néridia désirait tant ne pas oublier les différents mouvements, légèrement secs à mais en général, il s'en sortit bien pour une. Il ne marcha qu'à deux reprises la traîne de la robe de fille, qui était de toute façon trop longue au goût de la reine. À la fin de la danse, Ferdinand se courba devant sa partenaire, et lui répondit, offrant une petite. Elle n'avait aucun doute que son père deviendrait un très bon danseur au fil du sang, comme Isidore avant qu'il ne soit frappé de son. Les ménestrels étaient sur le point de commencer lorsqu'Étienne se présenta devant les deux danseurs. Sur le coup, Félicie, inquiète, jeta un coup d'œil à son époux. Il était bien portant. Il lui souriait tout simplement, et elle devina assez vite qu'il avait jugé la prestation de son frère insuffisante pour son époux. Le comte fit une révérence. Cher Ferdinand, première danse, ce n'était pas mal. Toutefois, votre frère aimerait que la reine puisse avoir un partenaire mesurant 5 pieds, je le crains. L'héritier de Néridia sembla d'abord vouloir répliquer qu'il avait enfin atteint la dite grandeur, mais après un instant d'hésitation, il s'inclina plutôt devant la dame, qui avait accepté de danser avec lui, puis s'éclipsa. Étienne s'avança et tendit sa main à ses souvenirs. J'espère que Ferdinand ne vous a pas écrasé les pieds. Cette épreuve a sans doute été fort pénible après votre. C'est donc ça. Ainsi le roi a décidé que vous deviez voler à mon secours? On pourrait le voir comme ça. Je devais avouer que le comte était, en effet, un bien meilleur danseur que le jeune et elle se laissait, tandis qu'elle tourbillonnait à travers les autres. Étienne était, selon les rumeurs, un très bon escrivain. Par conséquent, chacun de ses mouvements était. Pendant qu'elle dansait, Félicie oublia son nouveau statut et tous les tourments qui pesaient sous son nom. Cela faisait si longtemps qu'elle avait eu la chance de célébrer. Pour ce coup, il y avait eu la maladie de son époux, et la défaite de Néréida contre qui. Lorsque la musique cessa, la reine applaudit les ménestrels et tint à remercier son frère. Je vous exprime ma gratitude. Vous semblez avoir été à la hauteur des espérances du roi. Elle esquissa une révérence polie, et le comte lui offrit son bras pour le raccompagner à son siège. Étienne avait passé une grande partie de son enfance au château, en compagnie d'Isidore, son cousin, bien des années avant que le père de ce dernier ne devienne. Avec le temps, il avait fini par obtenir un comté de Nérésia, près de la frontière avec le royaume de Castille, et était devenu d'abord un vigile pour surveiller leur ennemi, puis un commandant. Il avait à peu près le même âge que le nouveau souverain, qui était l'un de ses plus chers conseillers. Malheureusement, il venait de perdre son époux, son enfant, à la suite d'un accouchement qui avait mal tourné. Félicie comprenait pourquoi il ne désirait pas rentrer chez lui et pourquoi il cherchait aussi à vivre des moments agréables comme elle et un peu tout le monde dans cette salle. Je suis à son service, par conséquent, au vôtre aussi. Il est toujours important d'être dans les bonnes grâces de sa souffrance. Le roi n'est souvent pas grand-chose sans une femme honorable. Félicie ne sut exactement quoi répondre à ces derniers commentaires, n'étant pas très habituée à son nouveau titre. Elle avait été consciente que ce jour pourrait arriver, même si plusieurs avaient douté qu'Isidore survive à son père, qui avait débordé d'énergie et de vitalité. Félicie devinait même que son époux même avait craint de ne jamais avoir la chance de porter la couronne. S'il pouvait trouver une façon de mettre fin à cette guerre sans verser du sang, son peuple en serait sans doute soulagé. Les souverains restèrent donc jusqu'au petit matin à observer et à encourager les danseurs infatigués. Les musiciens peinaient à tenir debout lorsque les derniers invités jugèrent qu'ils devaient rentrer. Avec grande patience, le roi Isidore remercia chacun des convives, sans montrer le moindre empressement à vouloir retrouver ses appartements. Il devait se montrer fort pour ne pas que s'ébruitent des rumeurs sur sa condition. Toutefois, ses traits tirés et son teint blême, de gris, trahissaient. De son côté, Félicie avait discuté avec différents émissaires des régions plus éloignées de son royaume pour en apprendre davantage sur Nérédi. Ce n'était pas seulement une contrée montagneuse. Une partie du Haut-Nord donnait même sur la mer. Son époux lui avait promis qu'il partirait à la découverte de chacun des comtés lorsqu'il se porterait mieux. Lorsqu'enfin, le souverain se leva avec l'intention d'aller se reposer, la jeune femme le suivit. Elle attendit qu'il soit loin des groupes de convives pour l'aborder. Allez-vous toujours partir bientôt? Demanda-t-elle. Le départ avait été prévu, et Philippe savait qu'Isidore avait besoin de plus de repos. Le roi s'arrêta et se tourna vers sa jeune épouse.
Il esquissa un sourire qui fut réconfortant. Il était devenu très bon pour dire qu'il allait bien. Ce n'était certainement pas une couronne qui aurait changé. L'ambassadeur de Castille ne nous a donné que 3 jours avant de marcher sur le Nil, et je vais m'assurer que... Il sembla apercevoir l'inquiétude dans les yeux de Lucie, et il s'approcha d'elle pour lui donner un baiser sur le front, tout en replaçant quelques mèches de cheveux bruns foncés. Isidore l'aimait, ça, Félicie en avait aucun doute, et elle éprouvait beaucoup d'affection pour lui en retour. Le garde du nouveau souverain caressa sa joue tendrement, comme si le roi était en manque de tout contact avec un autre. La jeune femme y vit une occasion. Désirez-vous que je me joigne à vous cette nuit? Isidore sembla hésiter une seconde, surpris par cette proposition. Il baissa les yeux vers ses gants et sa tunique, lesquels cachaient des plaques et des boutons dont on ignorait la cause ou le remède. Je ne pourrai jamais me le pardonner si vous... Tant que je n'irai pas mieux, il est préférable que nous restions chacun dans nos appartements. Félicie acquiesça, repensa aux danses qu'elle avait eu la chance d'exécuter en soirée. La reine aussi était en manque de chaleur humaine. Elle se sentait nostalgique en se rappelant les beaux jours qui avaient suivi le mariage avec elle. Elle avait été promise à un inconnu, certes. C'était bon et royal, bon et loyal envers elle dès leur première. Le shooter qui m'avait... Au moins, il n'y a pas des passages olé comme hier. Ouais, non, c'est... Alors, pas trop pire jusqu'à maintenant, en effet. J'ai toutefois une mission pour vous, reprit Isidore au bout d'un moment. En tant que reine, vous devez me représenter pendant mes absences. J'ai besoin que vous trouviez une épouse. Cherchez-nous un allié puissant qui pourra décourager les Léonais de s'approcher de nos terres une fois pour toutes. Maître Ablin sera sans doute dans cette... Je m'y attellerai, je vous promets. Le roi lui sourit, puis, escorté de 2 soldats, il se dirigea vers sa chambre. Il s'apprêtait à s'engager dans un corridor transversal lorsqu'il s'arrêta net. Isidore regarda alors derrière son épaule, comme s'il avait omis quelque chose d'important. J'avais oublié de vous dire à quel point vous avez été parfaite aujourd'hui. Vous êtes magnifique. Et il disparut. La jeune femme se doutait qu'il serait parti lorsqu'elle ouvrit l'œil après avoir dormi un peu. Elle soupira et se déplaça jusqu'à sa propre chambre, le cœur gros. Elle était affligée. Pourquoi quelqu'un de si gentil et intègre se retrouvait-il avec un tel mal? Isidore ne méritait pas. Même si elle priait autant plusieurs fois par jour, les symptômes du roi s'aggravaient sans cesse, faisant craindre le pire. Que deviendrait-elle lorsqu'il ne serait plus là? Qu'adviendrait-il du royaume de Néridia sans un digne protecteur? Chapitre 2. Alliance. Dès son réveil, Félicie entreprit de remplir la mission qu'on lui avait donnée. L'une des lingères l'aida donc à s'habiller et à se coiffer, puis la reine se rendit au bureau de maître Ablin. Elle se doutait que l'élève régulier du vieux conseiller devait dormir encore après avoir veillé pour célébrer le couronnement. Par conséquent, c'était le moment idéal pour trouver à Ferdinand une épouse convenable dont la famille pourrait s'avérer un pilier important pour Néridia. La jeune souveraine cogna quelques coups à la porte en chaîne pour s'annoncer. La journée était déjà bien avancée. Entrez, sentit une voix affaiblie par les années. Félicie ouvrit la porte et aperçut l'homme aux cheveux argentés, dont la tête était toujours baissée. La jeune femme resta donc muette tout en s'avançant. Avant de s'installer définitivement au château de Brisay, Maître Ablin avait été pendant de nombreuses années ambassadeur de Néridia dans différents royaumes de la péninsule. Depuis son retour, il continuait de se renseigner sur ce qui se passait ailleurs afin de bien conseiller son... De plus, il avait accepté d'enseigner les rudiments du métier au prince Ferdinand pour le préparer à ses futures tâches. Il était aussi l'un des seuls à être au fait de l'état de santé d'Isidore et comprenait que Ferdinand le pire. Ferdinand, combien de fois vous ai-je rappelé l'importance d'être à l'heure? Se plaignit le conseiller, sans lever les diplomates. La jeune reine esquissa un sourire sachant. Je crains que cela soit ma faute. J'ai permis au prince d'aller au lit un peu plus tard que d'habitude. Le vieil homme releva la tête et manqua de s'étouffer. Il se leva, passant près de faire tomber sa chaise, puis s'inclina. Il ne devait pas être au courant de la mission que le roi avait donnée à Félicie. Je suis désolé, ma reine. Je ne m'attendais pas à vous recevoir dans mon humble bureau ce matin. Vous auriez pu me faire appeler et c'est avec plaisir que je vous vois ici, assura Félicie. Nous serons tranquilles pour mener à bien la tâche cruciale qui nous attend. Elle prit place sur la petite chaise en bois qui devait d'ordinaire servir à lire. Maître Ablin rangea les cartes et parchemins qu'il était en train d'étudier, comprenant que si sa nouvelle souveraine avait pris le temps de venir là, c'était pour quelque chose d'important. Une fois que son fouillis fut rangé, il s'assit de nouveau,
prêt à répondre à toute demande. Je peux pour vous être utile, madame. Mélissa essaya de se remémorer les termes exacts qu'avait utilisés son époux pour expliquer la mission primordiale dont elle était responsable. Comme elle venait de Fressandrie, elle connaissait certains des seigneurs et nobles familles de Sauroy, mais personne n'était aussi érudit que Maître Ablin concernant les parties, puisqu'elle-même avait été mariée dans des circonstances similaires à celles qui attendaient. Ici comprenait toute l'importance de la situation. Dans son cas, elle avait la chance de jouer une union heureuse, à l'exception de la maladie d'Isidore. Comme vous le savez, entreprit-elle, le roi est en ce moment même en train de négocier la frontière avec Castille. Ce n'est pas la première guerre entre nous deux, et ce sera vraisemblablement pas la dernière. Par conséquent, nous devons chercher de nouveaux alliés pour décourager les Castiglianais de nous ravir d'autres terres dans le futur. C'est pourquoi Isidore a eu l'idée de trouver une fiancée pour le prince Ferdinand, afin que Nerida puisse profiter d'une alliance avantageuse face à nous. Comme vous êtes un diplomate d'expérience, l'aide serait très appréciée. Maître Ablin frotta sa moustache entre deux doigts en apprenant la nature de la charge que le roi leur avait confiée. Il se leva, disparut quelques instants, puis revint bientôt avec un livre, une sorte de journal où le conseiller semblait tenir à jour cartes et informations sur les différents royaumes avoisinants. C'est en effet une mission d'une importance capitale, autant que pour Lydia que pour le jeune prince. Voyons ce que j'ai comme renseignement au sujet de fiancés potentiels. Elle tourna les pages de son précieux document, puis se leva une nouvelle fois pour aller chercher une carte de la péninsule et ses royaumes. Le diplomate déposa le tout sur la table et plaça quelques livres sur chaque coin du parchemin pour ne pas que celui-ci se roule. Le regard rivé sur la carte, Félicie décida de commencer par les terres voisins. Territoires voisins. Il devait bien y avoir quelque part une jeune noble assez importante pour promettre des années de paix à Nérida. Les yeux de la reine se posèrent sur le territoire de leurs rivaux, Castiglianais, et elle pointa ce pays avec son index. Ont-ils une jeune dame ou une princesse qui pourrait permettre la fin des combats? Demanda-t-elle sans grand optimisme. Une alliance ou une trêve en Castillon et Nérédia semblait hors d'atteinte. J'ai bien peur que non, à ma connaissance. Le roi a déjà promis ses deux filles aux divers nobles de son pays pour s'assurer de leur fidélité. Pour cela, ils s'entretueraient sans arrêt pour le trône, comme ils l'ont fait durant des siècles. Félicie acquiesça et décida de passer au prochain royaume. De toute façon, elle n'aurait pas voulu donner son jeune beau-frère en offrande à un ogre qui semblait jamais être satisfait. Portant son attention sur la gauche de la carte, la reine s'intéressa à la Galerie, un royaume situé au nord-ouest de Castille. Malheureusement, les relations entre Néridia et la Galerie étaient presque inexistantes puisque les marchands et diplomates néridiens éprouvaient de grandes difficultés à s'y rendre à cause des Castilléonais qui faisaient tout pour leur mettre des bâtons dans les roues. Et en Galerie, y a-t-il des candidates intéressantes? Interrogea Félicie. Le conseiller fronça les sourcils et relut ses notes. Il semblait chercher une information précise. Je ne crois pas qu'il y ait de jeunes princesses en Galerie. Selon les dernières nouvelles, le pays serait au bord d'une guerre civile. Quelle raison? La succession du trône, il me semble. Le roi est décédé, mais certains disent que le frère du défunt, le Sang-Duc, revendique aussi le titre. Ce n'était pas le temps de se mêler des affaires d'un autre royaume, puisque celui-ci était au bord d'une guerre interne. Félicie demanda toutefois à Maître Ablin de suivre la situation de près, afin d'en connaître le vainqueur. Peut-être disposerait-il alors de plus d'options. Le conseiller regarda la grande carte de la péninsule. En éliminant le royaume de Castillon et celui de Galerie, il leur restait Azuris et la Fessandrie. Azuris était situé à l'est de Néridia, sur le bord de la mer, et les Néridiens entretenaient de bonnes relations avec ce voisin. Ce pays piqua la curiosité de Félicie. Depuis quand n'y a-t-il pas eu de mariage entre les familles royales de Néridia et d'Azuris? Il y a dû en avoir par le passé? Oui, quelques-uns, en effet, mais cela remonte à plusieurs générations, répondit le vieil homme en scrutant. Il fouilla de nouveau à travers les pages de son journal pour y relire ses notes sur Azuris. Félicie n'y était jamais allée, étant passée par un chemin de montagne lors de son voyage entre la Fressandrie et Néridia. On racontait cependant qu'il s'agissait d'un magnifique pays côtier et que la température y était plus clémente qu'à Brisay. Le visage de Maître Ablin s'illumina lorsqu'il retrouva enfin l'information recherchée. Voilà! Le roi d'Azuris est âgé, mais il se trouve que son fils aîné est lui-même père d'une jeune fille. Puisque ce prince est appelé à devenir roi à son tour dans quelques années, il est fort possible qu'une alliance entre nous deux soit envisageable. C'est une bonne nouvelle, s'enthousiasma Félicie. Nous pourrions les inviter ici pour conclure un marché? Certes, mais commençons par leur envoyer une mission d'intérêt. Ainsi, la princesse ne se fera pas courtiser pendant ce temps. C'est parfait. J'ai toutefois une question. Et la jeune reine
Elle se doutait que cela devait faire partie des tâches du vieil homme de se tenir informé de ce qui se passait à l'extérieur des frontières de Néridia, mais il semblait très au courant de certains détails et alliances. Comment faites-vous pour savoir toutes ces choses? Demanda-t-il. Avez-vous une armée de messagers qui me serait inconnue? Maître Hamelin répondit à sa reine avec un sourire. Elle était jeune, mais elle cherchait à comprendre les subtilités des relations entre les rois. Pas une armée de messagers, mais quelques informateurs très utiles. Par conséquent, je ne serais nullement étonné que les autres rois nous y prient de la même façon. Ce dernier point surprit Félicie. Se trouvait-elle entourée de personnes qui prenaient en note ses moindres gestes et paroles? Si tel était le cas, elle était heureuse d'avoir pris le temps de rencontrer le diplomate à l'abri des... La reine et le conseiller décidèrent qu'ils demanderaient un portrait de la princesse pour commencer et en parleraient à Ferdinand par la suite. Bien que ce dernier vienne seulement d'avoir 12 ans, il pouvait devenir roi à n'importe quel moment. Et s'il se retrouvait si jeune sur le trône, les Castiléonais en profiteraient sans doute pour revendiquer d'autres parties du territoire de Néridie, si ce n'était l'entièreté de ses terres. Les Néridiens devaient être prêts à toute éventualité. Si Azuris se montrait intéressé par une alliance, Félicie et Isidore inviteraient le roi et sa petite-fille à venir séjourner à Néridia afin de les présenter à Ferdinand, à moins que les Azuricois préfèrent les recevoir chez eux. Ce plan avait beaucoup de potentiel. Maître Ablin proposa que Félicie fût même la missive au roi d'Azuris pour demander des informations sur la jeune princesse. Quels étaient ses talents, sa description? Bien sûr, il fallait aussi s'assurer qu'elle n'était pas déjà promise à un autre. Félicie espérait à tout prix que cette jeune demoiselle présentait quelques aptitudes à gouverner avec sagesse, puisqu'elle allait peut-être la remplacer comme reine assez rapidement. Lorsque la jeune femme eut terminé, elle tendit la lettre au conseiller, qui décida de se charger de l'acheminer en main propre. La réputation de Maître Ablin dépassait les limites de Nez. Bien, je solliciterai une audience avec le roi d'Azuris et essayerai de le convaincre du bien fondé de cette alliance, annonça le vieil. Avec de la chance, il ne verra pas que nous recherchons surtout la protection. Nous pourrions abaisser la demandée si nécessaire, souligne. Nous avons besoin de ces hommes et non de son or. Et que Néridia fut un petit royaume en termes de territoire, le moins vaste de toute la péninsule, on trouvait dans ces montagnes de nombreuses ressources qui étaient avec le du pays. On parlait de fer, mais aussi d'argent, et même de quelques filons d'or et de pierres précieuses. Toutefois, le blé poussait très mal sur le flanc des montagnes et à l'exception de quelques troupeaux qu'on élevait, il n'y avait que peu d'agriculteurs. Les Néridiens devaient donc importer les céréales et certains autres végétaux en échange de produits de leurs mines. Azuris faisait partie de leurs partenaires commerciaux et une alliance avec ce royaume était donc bien naturelle. Certes, certes, approuva Maître Ablin. Cela pourrait encourager le roi d'Azuris à examiner sérieusement la question. Si cela ne fonctionne pas, avez-vous encore quelques contacts avec les nobles de Fray? La jeune reine fut sur le point de répondre par la négative, mais elle se ravisa. Elle n'avait pas obtenu de réponse de son père les quelques fois qu'elle lui avait écrit. Mais son frère Johan avait pris le temps de lui donner des nouvelles. Il n'était âgé que d'un an de plus qu'elle. Ils avaient été enlevés ensemble pendant une bonne partie de leur vie. Félicie avait aussi des sœurs aînées, mariées depuis de nombreuses années à des ducs de la Fressandrie, mais elle n'avait pas entretenu de correspondance depuis son installation à Néridie. Oui, mon frère pourrait nous être utile au besoin, supposa-t-elle. Même si lui-même n'a pas encore d'enfants, il connaît quelques ducs qui ont peut-être de jeunes sœurs à marier. Si leur choix s'arrêtait sur une telle union, il leur faudrait alors cibler les régions les plus oubliées de la Fressandrie, afin que leur nouvelle alliée puisse réellement avoir un impact sur les Castillonnais. Cela prenait près de 5 jours de chevauchée pour rejoindre Brisel à partir de la Champigny, le duché d'origine de Félicie, peu loin des frontières avec Néride. Les rivaux des Néridiens le savaient et misaient sur des assauts rapides pour s'empêcher de recourir au renfort. Le conseiller commença donc à préparer ses affaires en vue de son voyage, et Félicie le remercia pour sa grande aide. En son absence, le prince Ferdinand allait travailler dans les écuries pour apprendre à s'occuper de son destin. L'héritier du trône avait reçu comme cadeau d'anniversaire son propre cheval, et il devait maintenant veiller à prodiguer de bons soins, bien qu'il ne se sente pas très à l'aise avec les animaux en général. La jeune reine se dit qu'elle pourrait bien lui rendre visite et l'aider aux besoins, elle qui avait toujours apprécié les chevaux du... Le roi Isidore revint 7 jours après la rencontre de la reine avec Maître Ablin. Le conseiller, quant à lui, n'était toujours pas de retour. Lorsque Félicie entrevit son époux à travers les meurtrières, elle ne put s'empêcher d'être inquiète. De grands cernes étaient apparus sous les yeux du monarque et il peinait à rester sous son cheval. Le comte Étienne était aussi manquant, ce qui troubla la jeune femme. Elle se rappelait pourtant bien qu'Isidore était parti. Félicie se précipita jusqu'à la grande cour pour entendre les nouvelles qui semblaient bien mauvaises. Elle se doutait que cela avait dû être une tâche à la fois difficile et épuisante de négocier les termes d'une défaite.
Le roi descendit de sa monture et ordonna qu'on prépare un convoi à destination de la capitale de Castillon. Un convoi pour Castillon? N'en arrivez-vous pas? Demanda Félicie par cet ordre. Son époux se retourna, visiblement épuisé, mais accepta d'expliquer la situation. Le tribut pour garder notre seul port a été lourd. En plus de 2 coffres remplis d'or, j'ai dû donner les terres d'Étienne au sud du lac Castalma. Il est parti chercher ses effets personnels. Il restera au château en attendant que je lui trouve un trou. Ici fut bien désolée pour le destin du roi, mais également soulagée que la guerre entre les deux soit enfin terminée. Elle avait aussi de bonnes nouvelles à annoncer. Maître Ablin et moi avons jugé qu'une alliance avec les Azurirois serait intéressante. Votre conseiller est brisé il y a quelques jours pour aller rencontrer le roi. Ce dernier aurait une petite fille qui pourrait convenir à notre jeune Ferdinand. Isidore parut apaisé de savoir que son roi allait avoir de nouveaux amis. En compagnie de Félicie, il marcha vers le château, sans doute un an avant une nouvelle saignée. Les pustules qui couvraient son corps semblaient diminuer de taille à la suite de cette intervention. Le souverain devait donc subir une ponction 1 fois par semaine, dans l'espoir que cela puisse traiter son mal. Avant de se retirer dans ses appartements, le roi demanda à voir son jeune frère et lui raconta comment il s'était bien occupé de son district pendant l'absence de son père. De petites étincelles de vie semblaient apparaître dans les yeux d'Isidore lorsqu'il se trouvait en présence du prince Ferdinand, et on ne pouvait nier qu'il était très attaché à ce dernier. La jeune souveraine s'apprêtait à partir vers le temple pour prier pour le rétablissement de son époux, lorsqu'Isidore lui demanda de rester encore un peu. Les membres de la famille royale mangèrent tous ensemble dans la grande salle pour fêter la fin des combats. Mais Félicie sentait que quelque chose n'allait pas. Isidore semblait tourmenté. Qu'avez-vous en tête? Je vous sens inquiet malgré ces heures de réjouissance, lui dit-elle à l'oreille, comme un secret, une confidence, tandis que les autres mangeaient avec gaieté. Le roi se tourna vers elle avec un regard rempli de tristesse, comme si la nourriture ou le vin avaient perdu pour lui leur saveur agréable. Son assiette était encore pleine. Il n'avait avalé que quelques maigres bouchées. J'ai nommé Étienne régent de Néridia. Je crains que ma condition ne soit pas améliorée avec le voyage. Au contraire. Il regarda subtilement les convives que personne ne. Puis elle prit la main de son époux. Vous allez guérir Isidore. Votre test s'est amélioré après votre dernière saignée. Vous êtes fort, vous êtes le roi des Néridiens. Vous ne pouvez mourir, je vous l'interdis. À ces mots, le souverain sourit et tenta de reprendre une gorgée de vin pour se donner un peu de. Sa reine était jeune, inexpérimentée, maigrichonne, mais elle avait un cœur d'or et beaucoup de bravoure. Elle prendrait certainement soin de son frère s'il trépassait. Du moins, elle veillerait sur lui jusqu'à ce qu'on lui trouve un parti intéressant. Avant même la fin du repas, Maître Ablin entra dans la pièce et s'inclina. Il arrivait directement de la cour d'Azuris sans avoir pris le temps de se changer. La salle devint silencieuse tandis que le conseiller s'approchait de la table royale. Mon roi, ma reine, c'est avec plaisir que le roi d'Azuris a accepté notre proposition. Il souhaiterait rencontrer dans son palais le jeune prince Ferdinand, si possible avant la fin de l'été. Un immense poids sembla disparaître des épaules des souverains lorsque ceux-ci apprirent qu'ils n'étaient plus seuls. Aucun traité n'avait encore été signé, soit c'était un excellent début. Avec l'aide des Azurisois, les Néridiens ne pouvaient plus devant les armées castillonnaises. Le prince Ferdinand ne semblait pas comprendre ce qui se passait. Assis au bout de la table principale, il fronçait les sourcils. Tandis que Maître Ablin discutait des détails de sa rencontre à Azuris avec Isidore, Félicie décida d'expliquer la situation au jeune homme, au jeune héritier, et lui fit signe d'approcher. Après tout, elle était d'une certaine façon l'instigatrice de ce projet. Mon cher Ferdinand, comme vous le savez, vous venez d'avoir 12 ans, et Néridia a un criant besoin d'alliés afin que nous puissions le royaume de loin de nos terres. Pourquoi Maître Ablin et moi avons reçu la mission de trouver une fiancée qui nous permettrait de sceller une alliance. Donc, c'est la fille du roi d'Azuris qui a été choisie? Demanda Ferdinand. Le souverain d'Azuris était âgé et ses enfants l'étaient aussi. Félicie tenta de rassurer le jeune prince en plongeant son regard dans le sien et en lui prenant la main. Il avait dû se douter que ce jour arriverait. D'évidence, il ne se sentait. Non, pas sa fille, sa petite fille, de la reine. Ne vous inquiétez pas, votre mariage n'aura pas lieu avant quelques années plus tard. Nous allons tout d'abord nous assurer que cette princesse est. Ici, se accorda une pause pour trouver les bons mots. Elle avait elle-même vécu une situation similaire, bien que cela ait été un peu plus chaotique dans son cas. Elle avait d'abord été promise en jeune âge à un comte de Fressandrie. Toutefois, lorsque les marchands avaient appris que l'héritier du riche royaume de Néridia était à la recherche d'une épouse, son père et elle avaient fait le voyage jusqu'à Brisette. À ce moment, elle avait conclu qu'elle n'était qu'un bien à exhiber, une chose qu'on pouvait échanger comme on le voulait. Elle avait donc passé de nombreuses années fiancée à un homme pour terminer dans les bras d'un autre sur un coup de tête, pour la simple raison que le duc de Champigny pouvait ainsi se vanter d'être le père d'une reine. Heureusement, Isidore s'était montré doux et patient, malgré les réticences initiales de Philippe. Il avait su gagner son cœur par ses nombreuses qualités.
Ferdinand, de son côté, bougeait nerveusement sur sa chaise. Il ne réalisait probablement pas à quel point il était important pour son royaume en ce moment. Le jeune prince n'était que très peu au fait de la santé de son père. Il semblait penser que ce dernier était. C'est ainsi que j'ai connu le roi, et me voici très content, affirma. Je veillerai à vous trouver quelqu'un qui saura vous rendre. D'accord? Ferdinand hocha la tête et entreprit de terminer son repas. Félicie espérait du fond de son cœur que la jeune princesse d'Azuris se montrerait à la hauteur de la tâche et des attentes. Elle était sans doute déjà très accomplie. Les nobles femmes devaient déjà, dès un jeune âge, apprendre à chanter, à jouer de la musique, à parler plusieurs langues et à montrer des talents en équitation ou autre. Elles étaient malheureusement des biens qui étaient leur destinée. Chapitre 3. Crépuscule. Quelques semaines avaient passé depuis le retour d'Isidore et le marché entre Néridia et Azuris. Félicie se tenait occupée à préparer le voyage du jeune prince Ferdinand, qui aurait lieu dans les prochains jours. Tout semblait enfin revenir à la normale, à son grand soulagement. Elle dormait ainsi paisiblement lorsque de violents coups retentirent à la porte de sa chambre. La jeune souveraine ouvrit un œil, puis alla chercher sa robe de chambre et ses chaussons. Que se passait-il pour qu'on la réveille de la sorte? Elle ouvrit la porte et découvrit Étienne, le cousin du roi, qui affichait une mine déconfite. Madame, je suis désolée. C'est le roi, il vous demande. Son état s'est aggravé. À ces mots, un sentiment d'urgence emplit la jeune femme qui s'élança vers le couloir à toute vitesse. Le roi Isidore avait vu son affection diminuer, s'améliorer dans les derniers jours. Félicie se demandait ce qui avait bien pu se passer, elle ne comprenait pas. Lorsqu'enfin elle atteignit la chambre du souverain et le vit allongé, le cœur se serra. Le teint d'Isidore était gris et il peinait à respirer. Il émettait un râlement à chaque souffle, ce qui fit sonner Félicie. Elle avait toujours connu son époux comme quelqu'un de maladif, mais également de combatif et d'optimiste. Cette fois, elle voyait cependant qu'il sentait la mort approcher. Elle ne pouvait concevoir qu'il allait s'éteindre aussi rapidement. Moins de 50 jours après son couronnement, seulement 2 ans après son mariage et sans même avoir atteint l'âge de 24 ans. Isidore, vous ne pouvez pas. Je crains hélas de devoir vous. Le regard du souverain était empli de tristesse lorsque la jeune reine s'approcha pour prendre sa main. Celle-ci était glaciale. Des larmes perlèrent au coin des yeux de tandis que les chandelles se consumaient silencieusement, telles des tripes. Comme elle désirait que le temps s'arrête en ce moment, l'inquisiteur reste à ses côtés un peu plus longtemps. J'ai une dernière chose à vous dire, reprit le roi qui cherchait son souffle. Je veux, je veux que vous veilliez sur Ferdinand. Je sais que je peux compter. Je vous le promets. Il lui sourit avant de tousser de nouveau. Félicie devinait qu'il aurait désiré accomplir tellement plus et qu'il s'en voulait de laisser une aussi grande responsabilité à son petit. Le torse de son époux continuait à monter et à descendre péniblement. Il avait décidé de lutter encore un peu. Le roi Isidore avait tant souffert et s'était tant battu contre le mal qui avait rongé son être avec avidité. Quelques minutes plus tard, le prince Ferdinand arriva avec Étienne. Le régent avait parcouru le château à la course pour trouver l'héritier et l'emmener au chevet du malade. Le garçon prit la main de son frère. Il semblait terrorisé. Isidore, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Le roi tenta de répondre, mais une nouvelle crainte l'empêcha d'émettre la moindre. Il ne restait que son regard, que ses yeux gênés et fatigués, et le sifflement qui suivait chacune de ses. Félicie, Ferdinand et Étienne restèrent dans la chambre royale, veillés et priés pour le rétablissement de leur souverain. Ils furent rejoints par le grand prêtre ainsi que par maître Abelin peu avant le lever du jour. Ce ne fut que quelques minutes après la sortie du soleil d'entre les Isidore arrêta au moment même où l'un des premiers rayons matinaux arriva à se fond. Félicie laissait couler des larmes sous ses joues depuis maintenant plusieurs heures, mais elle fut soulagée de voir que la lutte de son. Le nouveau régent s'inclina devant son cousin, tandis que le prêtre refermait les yeux. Le roi est mort. Vive le roi, annonça Étienne d'une voix solennelle. Pauvre Ferdinand. Il n'avait connu sa mère que pendant quelques années, et voilà qu'en peu de temps, il avait perdu son frère et son. Certains disaient que c'était ainsi que les hommes forts étaient formés, mais Félicie n'en croyait pas un mot. Elle savait que ces épreuves apportaient des souffrances qui pouvaient ronger les gens comme une maladie pendant des années. La dernière demande du roi semblait encore résonner sur les parois de pierre de la chambre, et la jeune femme se leva pour étreindre le prince. Il ne se débattit point, au contraire. Il se mit à sangloter, semblant se sentir à l'abri dans les bras de sa belle-sœur. Tandis que plusieurs conseillers et prélats faisaient à leur tour leur entrée dans les appartements du roi pour la préparation de la dépouille, Félicie et Ferdinand décidèrent d'aller au lit, épuisés par les événements. Lorsqu'enfin elle s'effondra sur la couette, la jeune veuve n'avait plus l'énergie de verser une larme de plus.
Elle était complètement desséchée, comme une fleur fanée que l'on aurait glissée dans un lit. Pendant encore quelques jours, ou du moins quelques heures, elle était toujours reine et elle devait montrer l'existence à certains. Il fallait à tout prix que les fiançailles entre Ferdinand et la princesse d'Azuris se confirment. En ce moment, Nérédia était faible et il était hors de question pour Castiglione ou n'importe qui d'autre s'attaque à l'héritage de son feu. Elle replaça ses oreillers. Voilà qu'elle était maintenant veuve et sans enfant à 21 ans. Au moins, être une reine douairière, une reine qui survivrait à son époux, était toujours un titre plus prestigieux que celui de simple fille. Cette fois, elle avait la chance d'avoir plus de pouvoir sous cette destinée. Il lui arrivait de se demander si son père avait été au courant qu'Isidore de Nérédia était souffrant et qu'il avait malgré tout choisi de la donner en note, même si elle aurait elle-même pu tomber malade. La jeune femme soupira et décida de dormir quelques temps. Elle avait conclu qu'elle ne pouvait rien faire pour améliorer son sort en ce moment, et sa peine épuisait toutes ses forces. Après une semaine qui sembla interrompue, les funérailles royales eurent lieu au temple du château de Brie. Cette fois-ci, on avait pris le temps de confectionner à Félicie une robe digne d'une reine. Noire comme l'ébène, le vêtement faisait ressortir son teint pâle qu'elle tenait de sa mère. Toutefois, la jeune femme décida de cacher son visage avec un voile opaque aussi foncé afin que les gens ne puissent voir son air déprimé, ses traits inquiets et ses yeux bouffés. Une lingère était en train de terminer de placer son corsage lorsqu'on cogna à sa porte. Maître Ablin se tenait de l'autre côté et demanda à parler avec la reine douairière, seule à seule. Je suis désolée de vous déranger un peu de temps avant les funérailles, mais le conseil avait quelques questions à vous poser. Cela ne peut attendre. Je vous écoute, répondit-elle en le laissant entrer. La lingère sortit de la pièce, mais promit de rester proche pour terminer d'habiller la reine en deux. Félicie retira même son voile qui alourdissait l'atmosphère. Elle était bien plus qu'une veuve éplorée. Pas la première fois qu'une jeune fille perdait son. Ce n'était pas qu'elle n'avait pas de peine au contraire, mais elle devait se montrer forte, du moins en présence. Bien, j'irai droit au but. Avez-vous eu dernièrement vos saignements, vous savez, menstruels? Demanda Maître Ablin avec une certaine nervosité dans la voix. Il n'était pas très courant de demander ces informations très personnelles. Sur le coup, la souveraine voulut répondre que oui, mais elle s'abstint. Elle désirait s'assurer de bien comprendre la situation avant de donner ses détails sur sa personne. Malheureusement, sans la protection d'Isidore, elle était comme un paysan ivre sur un étalon, elle pouvait tomber à tout moment. Saignement? Je n'ai pas eu de saignement comme le roi. Je suis en bonne santé, j'en suis certaine, avança-t-elle en devinant bien qu'il ne s'agissait pas des saignements dont il était. Eh, enfin, non, balbutia Maître Ablin. Je veux dire vos saignements de femme. Le conseil voudrait savoir si vous êtes enceinte du roi. Enfin, il veut savoir si Ferdinand a toute la légitimité pour devenir souverain. Je comprends. La jeune femme devait réfléchir vite. Elle disait qu'elle avait eu ses menstrues. Cela indiquerait qu'elle pouvait tout aussi bien être envoyée chez elle en Champigny. Elle serait de nouveau sous le joug de son père qui la marierait au premier venu. Bien que cela ait été fait faire, elle avait aimé pouvoir vivre en dehors d'état familial en devenant l'épouse puis d'un roi. Ce n'était point de la mauvaise volonté. Elle voulait seulement s'assurer d'une vie heureuse ou du moins confortable. Sa réputation était aussi en jeu et elle ne désirait pas nuire à Ferdinand non plus. Ce n'était pas son intention de rester reine de Nérétia pour toujours. Le conseiller baissa légèrement la tête, comme s'il tentait de deviner les pensées de la veuve devant lui. Ce geste la fit sortir de sa délibération. Il y a peut-être 3 ou 4 semaines, je n'en suis pas certaine. Il s'agissait en fait de 2 à 3 semaines, mais elle avait conclu que dans son état, elle pouvait bien se tromper. Malheureusement, elle ne savait que trop bien qu'elle ne portait pas d'enfant, le roi et elle n'ayant pas été proches depuis des mois. Du moins, ce sursis lui donnerait quelque chose pour analyser ce qui s'offrait à elle. Elle se plaisait bien à Briselle, et elle ne pouvait se résoudre à quitter le château. Il lui fallait aussi respecter la promesse faite à Isidore sur son lit de mort. Elle ne pouvait abandonner ainsi Ferdinand. Le diplomate prit un air agacé. Il cherchait ses mots. Bien, je crois qu'il serait mieux que vous restiez ici le temps que toute cette situation se clarifie. Étienne de Néridia assurera la régence du royaume jusqu'à ce que Sa Majesté Ferdinand atteigne l'âge de 16 ans, comme notre roi doit citer. Je vous laisse finir de vous préparer pour la cérémonie. Il s'inclina devant la noble jeune femme et quitta la pièce. La lingère réapparut quelques instants plus tard et termina la coiffure de la veuve en vue des funérailles. Félicie replaça son voile et se dirigea machinalement vers le temple. Sa tête était remplie de doutes et de questions. Tandis qu'elle cheminait, elle aperçut Ferdinand qui s'apprêtait lui aussi à partir. Elle pressa le pas pour le rejoindre, mais un petit sifflement attira soudainement son attention. Elle s'arrêta donc pour voir apparaître le régent qui arrivait d'un couloir à sa droite. Comme elle n'était plus tout à fait certaine de son rang ou de son titre,
Elle exécuta une courte révérence et Étienne fit de même. Il portait sa tenue d'apparat avec son épée et une grande cape sombre pour monter. Lorsque Félicie regarda dans la direction de Ferdinand, celui-ci avait disparu. Son escorte avait sans doute déjà pris le chemin du... Une reine ne devrait pas avoir à se promener seule ainsi dans les couloirs, nota Étienne en lui prenant. Je crains malheureusement ne plus être reine, seulement la fille d'un duc étranger, une veuve tout doux. Elle en accédant se... À travers son voile, elle se permit d'examiner le comte de plus. Contrairement à son cousin Isidore, qui avait eu le teint roux, Étienne avait des cheveux très foncés qu'il portait jusqu'aux épaules. Cette chevelure rappelait à la jeune femme les aiguilles. Le régent ne devait guère être bien plus âgé que le défunt. Et comme Philippe, il avait perdu sa tendre. C'était un bel homme qu'il avait dû travailler toute sa vie pour obtenir les terres qu'on venait de lui en. Peut-être ne serez-vous pas veuve très longtemps, reprit Étienne. Il y aura certainement plusieurs prétendants prêts à ravir votre cœur et votre argent. Une petite rente vous sera versée pour vous remercier. Et si je souhaite rester à Néridia, s'informa Philippe, à la recherche de son opinion sur la question. Plus elle y pensait, plus elle voulait éviter de repartir pour la Champigny, moins tant et si longtemps que son père y serait. J'imagine que tout est possible, répondit le régent avec une certaine lueur. Félicie se demanda si Étienne pouvait être intéressé par ces personnes, mais elle décida de ne pas pousser plus loin le sujet pour l'instant. Elle n'avait pas la tête à recevoir des compliments ou à être courte. Cela ne faisait que quelques jours que son époux était décédé et il ne reposait toujours pas dans la crypte. Ce n'était pas convenable. Elle resta silencieuse jusqu'à ce qu'il atteigne le sanctuaire. Se déroula, se déroulera bientôt une cérémonie similaire à celle qui avait lieu en l'honneur du Paris. À travers les prières, la reine douairière eut à placer sur le cercueil du roi une petite fleur blanche appelée l'Éternel des montagnes, symbole de l'immortalité de l'âme des souverains de Né. Il s'agissait d'une plante que l'on ne retrouvait que sur les plus hauts sommets du royaume. Félicie n'avait jamais eu la chance d'en boire lors des quelques promenades qu'elle avait faites à travers le pays, et on les disait plutôt rares. Pendant un temps, la jeune femme avait cru qu'elle reposerait un jour dans la crypte royale aux côtés d'Or, mais la vie semblait vouloir l'amener ailleurs. Félicie gardait toujours un œil sur Ferdinand, enflé, pour ne pas laisser ses idées sur il était officieusement le roi de Néridia, le troisième en peu de temps, et il savait qu'il devait se montrer. La veuve ne put s'empêcher d'être attristée à cette vue, et cela renforça sa détermination à veiller sur Ferdinand tant qu'elle le pourrait. Pour sa part, Isidore serait d'une certaine façon toujours avec eux, dormant pour l'éternité sous le temple de Brie. À la fin des funérailles, Félicité retrouva son fils dans la cour et qu'elle le put, tandis que les sujets du roi venaient lui offrir des condoléances. Ferdinand sembla soulagé par la présence de sa belle-sœur. Si son support pouvait lui procurer un peu de force pour continuer, la jeune femme en était bien heureuse. Les gens arrivaient, se présentaient et s'inclinaient devant leur souverain, en témoignant de leur respect pour son défunt frère, le roi de 50 jours. Peu de résidents de Néridia l'avaient vraiment connu, et on disait qu'il avait été quelqu'un de juste et bon, et qu'il avait été bien trop jeune pour mourir de ça. La famille royale avait affirmé qu'une maladie l'avait emporté, sans donner trop de détails pour ne pas inquiéter les résidents à propos de possibles épidémies. De nombreux gens, des simples fermiers aux plus nobles des différentes régions du royaume, avaient entrepris de venir grâce à leur défunt une dernière fois. Isidore avait tout de même garanti la paix en étant troublé, et ce serait là son plus grand héritage. Pendant une accalmie, Ferdinand tapota l'épaule de la reine douairière pour action. Dites, dame Félicie, allez-vous rester à Briselle longtemps? Félicie repensa à sa conversation avec Maître Abelin quelques heures plus tôt déjà. Que pouvait-elle bien faire pour demeurer le plus longtemps possible? Je ne sais pas. J'imagine que cela va dépendre de mon prochain époux, dit-elle, songeant pendant un instant au compte sans compter. Peut-être était-il la clé pour qu'il puisse résider elle encore quelques temps. Et si je vous épousais, est-ce que vous resteriez à mes côtés? Demanda le jeune roi. Félicie ne put s'empêcher de flatter par cette proposition. De son côté, Ferdinand avait un air très sérieux. Il ne voulait sans doute pas que l'un des seuls membres de sa famille ait en vie le Félicie. Mais ce n'était pas possible. En plus des lois stipulant qu'une telle union était interdite, Félicie ne voulait pas priver Ferdinand d'une jeune fille de son âge qui pourrait aimer de tout son être. Par ailleurs, Néridia avait également besoin de cette amie. Ce ne serait pas raisonnable. Vous avez une jeune fiancée qui vous... Lorsque les choses se seront calmées, nous pourrons de nouveau avec la princesse Azuris, expliqua-t-elle. Ferdinand ne sembla toutefois pas complètement satisfait par cette réponse. Alors Félicie lui dit qu'elle lui écrirait des lettres, peu importe où elle se retrouvait. Ces dernières paroles calmèrent un peu le jeune monarque, et il continua d'accepter les témoignages de sympathie qu'on lui adressait. Pour un garçon de 12 ans, il avait beaucoup de cœur, et Félicie savait que Ferdinand avait le portrait.
Bien des souverains étaient cupidés, orgueilleux, deux défauts qui ne semblaient pas présents chez le jeune roi. Félicie retrouva son lit à la fin de la journée, encore une fois complètement exténuée. Heureusement, elle avait encore une place où dormir, bien qu'elle sache son temps compte. Dès le lendemain, la jeune femme entreprit d'arranger la rencontre entre Ferdinand et la princesse d'Azuris. Elle allait donner à Nérédia de bonnes nouvelles et elle était convaincue que des fiançailles rassureraient les gens en ces temps incertains. De toute façon, le royaume pouvait bien se passer de son roi pendant quelques temps. Étienne était en réalité celui qui dirigeait le pays en dirigeant. Félicie avait aussi besoin de s'occuper de changer les idées. Avec l'aide de Maître Albin, elle avait réussi à organiser l'audience entre les deux familles royales. Celle d'Azuris résidait dans son palais sur le bord de la mer, et cela prendrait au moins 3 jours à cheval à la délégation méridienne pour s'y rendre à partir de Brisay. Une grande escorte suivrait Ferdinand pour assurer sa protection, bien évidemment. Félicie avait d'abord pensé les accompagner, mais le régent lui avait ensuite demandé son aide dans divers efforts d'État. Quelques jours après les funérailles d'Isidore, Félicie attendit donc le jeune roi dans la grande cour pour assister à son départ, comme elle lui avait dit. Une bonne dizaine d'hommes en armure étaient déjà prêts à partir sur leur destination. Ferdinand apparut avec un air inquiet sur le visage, mais il retrouva le sourire en voyant sa belle-sœur. Celle-ci s'approcha et fit une révérence. Elle était en présence d'un roi, certes jeune et pas encore couronné, mais d'un roi quand même. Et puis, prêt à voyager jusqu'à Azuris? Vous envie de partir. J'aurais bien aimé venir avec vous. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment, avoua-t-il tout bas à la reine. Vous êtes certaine que vous ne pouvez pas m'accompagner? Il regardait autour de lui comme s'il s'attendait au geste d'une l'attaquer. Cela était sans doute une des premières épreuves qu'il avait dû vivre. C'était beaucoup en très peu de temps, souverain ou pas. Félicie posa sa main sous son épaule. Sourit. Vous serez en sécurité. Ça ne vous fera de mal. Vous me raconterez tout à votre tour, et n'oubliez pas de vous montrer galant avec cette jeune princesse. Ferdinand acquiesça et se hissa sous sa monture, toujours un peu inquiet. Son cheval parut sentir que son maître n'était pas dans son état normal. Il se mit à être nerveux à son tour. Ferdinand réussit à maintenir son animal pendant un temps. Après quelques secondes, la bête s'affola et commença à ruer sans que personne. Le pauvre garçon fut jeté par terre avec violence, tandis qu'on essayait de maîtriser le cheval. Félicie, qui, impuissante, avait assisté à toute la scène, s'élança vers son protégé, n'ayant pas été capable de s'approcher tant que l'animal l'énervait. Ferdinand tenait contre lui son poignet gauche à l'aide de sa main droite et son visage crispé indiquait qu'il s'était blessé. La veuve regarda les soldats et cria des ordres. Qu'on l'amène à ses appartements et qu'on appelle un médecin, tout de suite! Puisqu'elle était toujours considérée comme une reine à Brisel, on lui obéit sans poser de questions. L'un des hommes se proposa pour transporter Ferdinand et Félicie jusqu'à la chambre du roi. Le voyage était bien évidemment annulé jusqu'à nouvel ordre. Félicie était dans tous ses... Elle finit cependant par se calmer lorsqu'on voit que Ferdinand ne s'était que le poignet s'établirait très rapidement. La veuve en fut soulagée, mais elle décida malgré tout de veiller sur le jeune roi pendant sa convalescence. Elle avait juré de le protéger et avait pris à sa promesse. Que se serait-il passé si l'animal l'avait piétiné à mort? Elle savait que cela pouvait arriver, ayant vu des talons farouches blesser gravement des palefreniers en Champigny. Félicie passa donc le reste de la journée au chevet de son... Elle lui racontait des histoires de son enfance, puis elle le laissa dormir. Elle n'avait pas fait 3 pas en dehors de sa chambre que maître Abelin vint à sa rencontre, une lettre à la main. Le vieil homme s'inclina respectueusement, remit la missive. Du coin de l'œil, la jeune femme reconnut le sceau du duché de Champigny et elle sentit son cœur se... Le conseiller sembla s'en rendre compte et changea de sujet. Il devait bien se douter que le père de la reine douairière voulait que sa fille revienne auprès avec sa... Comment va notre jeune roi? On m'a dit que cela serait plus de peur que de mal. En effet, il ne s'agirait que d'une fois. Je me sens sotte. Je lui ai promis quelques minutes avant l'accident qu'il serait en sécurité. Elle n'était pas très fière de sa performance. Et comment aurait-elle pu croire que la monture de Ferdinand s'emporterait de la sorte? Le diplomate dévisagea la jeune femme et frotta sa moustache d'un air pensif. Il semble tenir très fort à vous. Avec un peu de chance, il sera en route vers Paris dans les prochains jours. Félicie acquiesça et mit un terme à cette discussion. La lettre qu'elle tenait entre ses mains bougeait malgré elle ses pensées et elle était curieuse d'en découvrir le message. Elle se rendit donc à ses appartements. À son arrivée, elle tomba sur l'une de ses plus jeunes lingères qui était en train de préparer l'une de... Félicie ne se souvenait pas que celle-ci fut endommagée, mais avec tout ce qui se passait en ce moment, elle devait simplement avoir oublié. La servante rangea son travail, puis retourna aux cuisines pour laisser la veuve se reposer un peu. Une fois seule, Félicie observa un instant le morceau de parchemin
comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Puis elle a entrepris de l'ouvrir à l'aide d'une lame bien. À sa grande surprise, ce n'était pas son père qui lui avait mais plutôt son frère. Elle reconnut son écriture rapidement, et cela la calma aussitôt. Ma très chère sœur Félicie, nous avons appris la triste nouvelle de la mort du roi Isidore. Recevez toutes nos condoléances. Je ne vous cacherai pas que notre père attend votre retour avec impatience. Il vous a même déjà trouvé quelques parties intéressantes. Prenez cependant le temps de faire tout ce que vous jugez nécessaire d'accomplir à Néridio avant de revenir. Faites attention à vous et n'hésitez pas à m'écrire si vous en ressentez le besoin. Votre dévoué frère, Yo. La jeune femme pressa la lettre contre son cœur et prit une grande respiration. Comme elle avait deviné, son père avait déjà entrepris de lui trouver un nouveau mari. Elle décida qu'elle allait suivre le conseil de son frère. Elle allait rester à Néridia tant qu'elle le pourrait, même si c'était en tant que veuve sans pouvoir. Félicie se rendit alors compte que, avec la blessure de Ferdinand, elle avait complètement oublié une rencontre prévue avec le régent. Elle se demanda si ce dernier était toujours dans son bureau, malgré l'heure tardive, et elle se résolut. Lorsque la reine douairière arriva devant la porte, elle aperçut par l'embrasure une petite lueur qui lui donna. Elle cogna alors quelques coups, mais n'obtint aucune réponse. Elle s'apprêtait à rebrousser chemin lorsqu'elle fut reçut finalement la permission d'entrer. Félicie poussa donc la grande porte en chaîne. À cet instant, elle réalisa que sa robe était froissée et sa coiffure ébouriffée. La missive de Champigny et sa journée à s'occuper du jeune roi l'avaient mise dans tous ses états. Étienne parut surpris de la voir en cette fin de soirée, mais l'invita malgré tout à s'asseoir. Il ne sembla pas faire grand cas de son apparence peu optimale. La jeune femme désirait commencer cet entretien en s'excusant de ne pas avoir pris le temps de l'avertir de son retard. Elle prenait très au sérieux les rencontres avec les conseillers du trône, surtout que d'une certaine façon, ces derniers pouvaient influencer son destin. Je suis désolée d'avoir oublié notre réunion. Je suis restée toute la journée au chevet du roi et j'ai pas vu les heures passer, dit-elle en essayant de lisser sa robe. Le régent regroupa quelques documents, puis offrit toute son attention à sa visiteuse. Ce n'est rien, je comprends parfaitement. Heureusement, notre Ferdinand va bien. Je ne sais pas comment j'aurais réagi s'il avait fallu que ce soit grave. Après mon oncle Neri et dort. Il était vrai que cela aurait été épouvantable qu'un accident équestre coûte la vie à Ferdinand. Aussi, Félicie avait décidé, au cours de la journée, d'accompagner son beau-frère lors de son voyage vers Azuris. Elle s'en voulait énormément de ne pas avoir réussi à veiller sur lui, à le protéger, et c'était la moindre des choses que de le suivre pour tenir sa promesse. Messire Étienne, après y avoir longuement réfléchi aujourd'hui, je compte accompagner notre jeune roi jusqu'à Azuris. J'ai en partie organisé cette alliance et je crois que ma présence rassurerait Ferdinand. Êtes-vous certaine? Il sera pourtant escorté par les meilleurs hommes du royaume. Le régent avait une drôle de mine. Plus exactement, il semblait déçu. Après un moment, la jeune femme se demanda s'il croyait qu'elle partait à la recherche d'un nouveau mari à l'Est. Ce n'était guère son intention, ou ce n'était pas la raison principale derrière sa décision de suivre Ferdinand. Par ailleurs, cette escorte formée des meilleurs hommes du royaume, comme Étienne venait de le qualifier, avait échoué lamentablement à calmer un cheval paniqué. Cela aurait pu avoir de désastreuses conséquences. Je souhaite seulement veiller sur lui. Je l'ai promis à mon feu époux. Rien de plus. Je sais que nous serons accompagnés des meilleurs soldats d'Néridie. Oui, évidemment, acquiesça Étienne. Il regarda ses documents, semblant en rechercher un en particulier. La lueur de la chandelle faisait ressortir ses yeux bruns teintés de vert, lesquels lui donnaient un air à la fois sérieux. Comme vous le savez peut-être, la guerre qui vient de s'achever a vidé une grande partie du trésor du royaume, surtout à la suite de notre édition. Il marqua une pause et prit un air gêné qui ne lui ressemblait pas. Il passa sa langue sous ses lèvres et détourna le regard avant de reprendre la parole. Par conséquent, le royaume ne peut vous offrir qu'une rente annuelle de 100 pièces d'argent pendant 2 ans, soit la durée de votre mariage. Étienne continua d'expliquer les détails administratifs, mais Félicie en ignorait. Les reines douairières, les veuves royales, étaient censées recevoir une rente à vie, et voilà que maintenant, elles n'auraient même pas de quoi payer pour ses robes ou bien pour l'organisation d'un bal décent. Elle comprenait que les derniers temps avaient été durs, que la récente guerre avait coûté une fortune à Néridia, mais sa rente était loin d'être aussi généreuse qu'elle l'avait espéré. Une miche fraîche coûtait à elle seule une demi-pièce. Tous ses rêves de liberté disparaissaient comme neige en été. Elle n'aurait pas le choix de se trouver rapidement un époux si elle ne voulait pas être contrainte de retourner en Champigny. Il doit y avoir une erreur, 100 pièces d'argent par an, c'est bien peu, insista-t-elle. On dit que les mines de Néridia sont remplies d'or et de pierres précieuses. Pendant la guerre, les mineurs n'étaient pas en train d'extraire les richesses des profondeurs de la terre, expliqua Étienne. Nos réserves sont vides. Je suis désolée, ce n'est pas moi qui ai décidé, mais l'ensemble des conseillers, dont Maître Abelin. Ils ont tout simplement conclu que vous pourriez vous remarier rapidement, puisque vous êtes encore jeune et en âge d'avoir des enfants. Vous pouvez cependant les garder les robes qui ont été faites sur mesure pour vous et les bijoux que vous avez reçus en cadeau.
Le dernier commentaire voulait dire qu'elle devait remettre les joyaux qui ne lui avaient pas été offerts par le roi de son vivant, ce qui réduisait de beaucoup sa collection. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Elle était à la fois furieuse et désespérée. Elle ne voulait pas retourner chez son père, pas après avoir goûté à la liberté dans son royaume. Et malheureusement, le conseil accepte seulement de vous héberger encore un mois, le temps que vous puissiez vous trouver un parti intéressant. Cela était déjà une chose de savoir qu'elle n'aurait presque rien, mais voilà maintenant qu'elle perdait aussi sa place à la cour de Néridia, même après ses loyaux services. Un poids comprimait son estomac, comme si quelqu'un venait de lui envoyer un coup. Elle n'aurait pas le choix de retourner en Champigny, même si son frère l'avait averti de ne pas revenir tout de suite. Étienne se leva de sa chaise et s'approcha de Félicie. Il alla même jusqu'à poser sa main sous son bras, un geste qui était inusité de sa part. Je sais que ce n'est pas convenable puisque vous êtes encore en période de deuil, mais je crois avoir une idée pour que vous puissiez rester ici auprès de Ferdinand, commença-t-il sur un ton qui laissait entrevoir des conflits. Cela piqua la curiosité de la jeune femme. Elle était avidement à la recherche d'une solution. Le régent lui prit alors les mains, ce qui la surprit. À l'exception de leur danse lors du courant et du bras offert par Étienne jusqu'aux funérailles d'Isidore, il n'y avait eu que très peu de contact physique entre eux. Il y avait eu peu de contact, point. Félicie jeta même un coup d'œil derrière elle pour vérifier qu'elle n'était pas surveillée. Que dirait-on si on la surprenait ainsi? Si votre souhait est de rester à Néridia, reprit Étienne, je vous offre la possibilité de devenir mon épouse. Je suis le régent et nous pourrions gouverner ensemble le temps que Ferdinand atteigne l'âge de régner. Je sais que je ne suis pas un roi, mais je ferai de mon mieux pour exaucer. Je suis en pleine santé, vous êtes encore apte à donner. J'ai prouvé ma valeur de nombreuses reprises auparavant. Que pensez-vous? Félicie ne sut quoi répondre exactement à cette demande qui la prit de court. Étienne était certes un homme charmant qui, contrairement à Isidore, semblait avoir la vivacité et de la santé. Toutefois, le régent était sans terre et ne possédait qu'un titre temporaire. De plus, il restait encore à Félicie quelques semaines de deuil avant de pouvoir faire quoi que ce soit. La jeune femme prit donc le temps de scruter minutieusement l'homme devant elle, de ses larges épaules jusqu'aux détails de sa tunique. Il avait fait preuve d'une grande délicatesse à son égard lors de son couronnement. En la faisant danser, il avait personnellement escorté des. De plus, elle savait qu'il devait être aussi affligé qu'elle par la perte de leur roi. Il lui offrait ce qu'elle désirait le plus sur un plateau d'argent, mais quelque chose semblait empêcher la jeune femme. Je. Je crois que cela pourrait être une option, murmura-t-elle, comme si ce plan était trop beau pour être. Le régent sourit et regarda ses mains qui étaient toujours. Il saurait sans doute veiller à ses besoins, tandis qu'elle pourrait prendre soin de Ferdinand, comme elle l'avait promis, et elle resterait loin de la Champigny. Sa tête lui murmurait que c'était ce qui était le mieux pour elle. Son cœur, lui, demeurait muet. Était-ce simplement parce qu'elle ne s'était pas encore remise de la perte d'Isidore? Tout cela représentait beaucoup trop de questions et d'émotions pour une seule soirée. Étienne déposa alors sa main sur ses joues et plongea ses yeux dans les siens. Je sais qu'Isidore n'a pas pu être à vos côtés ces derniers temps. Je vous promets que je me montrerai à la hauteur si vous m'offrez cette. Il s'avança et déposa ses lèvres sur les siennes. En fait, ce ne fut pas ses lèvres qu'elle sentit en premier. Félicie ne répondit pas, mais ne se déroba pas non plus, trop surprise par ce geste. Elle sentit Étienne respirer profondément et il mit fin au baiser, comme s'il tentait de se contrôler. Son nez frôla le sien tandis qu'il s'éloignait. Ils restèrent sans rien dire ou faire pendant de longues secondes. Elle n'avait pas détesté l'expérience, mais trop de sentiments se bousculaient désormais dans sa tête. Quelques jours plus tôt encore, elle avait été persuadée qu'Isidore et elle seraient mariés pour longtemps. La jeune femme finit par s'excuser en donnant comme raison qu'elle désirait prendre un peu de repos. En arrivant dans sa chambre, elle songea au fait que cette journée avait pris une toute autre tournure que ce qui avait été prévu. Voilà que le jeune souverain était toujours à Brisay et qu'elle-même avait reçu une proposition de mariage fort intéressante qui lui permettrait de garder un certain contrôle sur sa destinée. Et il y avait eu ce baiser. Elle osa même imaginer pendant un bref instant que ce serait sa vie si elle se donnait à cet homme par passion. Bien que cette pensée lui donne l'impression que son cœur s'affolait, elle ne pouvait d'autre part réprimer un sentiment de malaise qui avait aussi empli son être. Était-ce parce que se sentait encore liée à Isidore? Elle ne parvint pas à trouver avec exactitude la source de cette sensation désagréable. Félicie conclut qu'il était préférable de ne prendre aucune décision hâtive avant le voyage pour elle. Elle ferait part de son choix à Étienne à son retour. Avec un peu de chance, tout cela serait pour le mieux et elle se serait faite à l'idée d'épouser. Du moins, elle espérait. Lorsqu'elle se rendit à son bureau personnel, elle voulut répondre à la missive de son frère, mais ne trouva son sceau royal nulle part. Cela la surprit car elle le rangeait toujours dans son tiroir. Elle avait dû tout simplement l'égarer dans les morceaux de parchemin qu'elle utilisait pour sa correspondance. À moins que ce soit le conseil de Nerida qui avait décidé qu'elle ne pouvait